Vous écoutez Martino. Cube Radio. L'actualité politique, elle est riche ces temps-ci. Nous allons en parler avec l'analyste Nick Payne. Salut Nick. Salut Richard. Écoute, elle est plus riche que moi, c'est bien simple. Écoute Nick, est-ce que je me trompe ou tu étais un des fondateurs d'Option nationale? Non, tu te trompes pas. J'étais même là dans le cercle très, très, très restreint je sais pas, 3-4 personnes au début là, OK. qui avons imaginé ça. On sait que Québec solidaire, c'est comme fusionné avec Option nationale. Fusionné, je pense qu'il a avalé Option nationale. Ils l'ont digéré, excuse-moi, mais ils l'ont chié. Un peu comme la CAQ a fait avec l'ADQ. C'est un peu ça, là. Je t'en veux pas. Non, ben écoute, ils l'ont racheté pour une pièce, hein, c'est un peu ça qui est arrivé là. Mais tu sais que lorsqu'Option nationale existait encore pleinement, une couple d'années avant ça, ceux qui faisaient des démarches pour un rapprochement avec Québec solidaire, pour ne pas dire pour faire disparaître le parti au profit de Québec solidaire, avaient à leur tête nul autre que Catherine Dorion. Qui déjà, à l'époque, avait des méthodes qu'on lui connaît, c'est-à-dire de faire beaucoup de bruit dans les médias. Puis ça a mis beaucoup de pression pour aller dans ce sens-là chez les jeunes militants d'Option nationale qui, à ce moment-là, pour l'essentiel, étaient l'aile gauche là, de ce parti-là puis du mouvement indépendant. C'est très proche de Québec solidaire, au fond. Là. Mais là, il y a un comité Option nationale au sein de Québec solidaire. Eux autres sont indépendantistes. Et là, il y a des anciens d'Option nationale qui ont appelé les indépendantistes de Québec solidaire de revenir à la maison. C'est-à-dire, il y a un parti qui défend la souveraineté, c'est le PQ. Arrêtez de niaiser à Québec solidaire, puis venez-vous-en. Et là, les gens de Québec solidaire ont répondu en disant non, c'est quoi ce concours de pureté idéologique, comme si le PQ était plus indépendantiste que nous, on le prend pas. Qu'est-ce que tu penses de tout ce débat-là? Ben, c'est très comique, c'est très ironique parce que ce discours-là, ne faisons pas des batailles sur la pureté, c'était précisément ce que les gens du PQ de Pauline Marois répondaient aux gens d'Option nationale à l'origine. En disant, voyons donc, arrêtez, tout le monde est souverainiste ici, rassemblons-nous. Or, on avait fondé Option nationale parce qu'on pensait exactement ce que disent à ton micro, Richard, Joseph Facal ou Mathieu Bock-Côté ces temps-ci, c'est-à-dire la proposition du bon gouvernement qui va créer les conditions gagnantes est invalide. Ça ne fonctionnera pas. On va perdre du temps. On va nuire à l'option. On va nuire au parti qui fait ça, parce qu'un parti indépendantiste qui module, ou quelle que soit son orientation, Mais Nick, hier, justement, je parlais à Joseph Facal, puis tu as écouté notre conversation, puis il me disait non, il ne faut pas lâcher le cap, il faut vraiment s'en aller vers la souveraineté, tout ça. Et quand il me disait ça, je pensais à toi. Je me disais, c'est le discours que Nick Payne tient depuis longtemps, c'est-à-dire que les souverainistes, il faut parler de souveraineté, puis c'est ça qui est en haut, puis c'est ça notre mission première. Ça fait longtemps que tu dis ça, toi. Oui, puis je veux pas trop parler de ma personne, mais je vis vraiment une sorte de drôle de moment de rêve éveillé en ce moment, parce que j'entends des gens qui étaient des adversaires quand même idéologiques autrefois. Notre ami commun Mathieu, c'est la même chose, même si on s'entend très bien par ailleurs, on n'était pas d'accord là-dessus. Lui, comme Joseph Facal, disent que maintenant ces idées-là sont valides. Notre désaccord restera sur le fait que moi, je pense qu'elles étaient valides depuis longtemps. Je pense que le mouvement indépendantiste a fait de mauvais choix à l'ère particulièrement de Pauline Marois, mais c'était un peu la continuité de Lucien Bouchard, là. Donc, je venais juste de commencer mon énumération. Le bon gouvernement qui va créer les conditions gagnantes, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Un parti qui est pas franc sur son option fondamentale est un parti qui perd la confiance des électeurs. Un parti de souverainistes qui disent aux Québécois que la souveraineté, ça peut attendre, il y a mieux à faire en attendant. Ben, c'est un parti qui dessert cette idée-là et qui laisse croire qu'on peut, dans le Canada, défendre la nation québécoise correctement. C'est d'ailleurs un pari qui a finalement bénéficié à la CAQ. C'est la CAQ qui a pris le relais de ça pour prendre le pouvoir en disant oui, on peut faire de grandes choses dans le Canada. Là, je pourrais continuer ma liste longtemps. Par exemple, la peur de perdre le 3e référendum, comme la catastrophe ultime qu'il faut éviter. Moi, je prétends que ne pas le tenir et ne pas réussir l'indépendance, c'est aussi pire que ça. Je pense que la situation actuelle,
je vois pas comment on peut être plus mal pris qu'actuellement comme nation. Alors, bref, perdre un troisième référendum, ça serait pas drôle, mais franchement, au moins, on aurait essayé quelque chose. Mais, Tu sais, puis mais peut-être qu'on mettons, pourrait là, tenir les... mettons, t'arrives, là, c'est les élections bientôt. PSPP, selon les sondages, est en deuxième. Là, il est en premier, ça peut changer, hein, ça change beaucoup. Ah oui, ça peut Il est en changer. deuxième. Les conseillers autour de lui disent, Paul, si tu mets un petit peu en veilleuse l'option, tu vas gagner. Est-ce que selon toi, vaut mieux perdre debout que gagner à genoux? Si la cause semble gagnante à moyen terme, oui. C'est-à-dire que, tu sais, si ton option recueille 4 des intentions, des appuis dans la population, tu peux bien perdre bien longtemps, ou tu peux faire comme Québec solidaire ou le NPD. Tu as toujours ton 10, 12, 14 mais tu es un magnifique perdant pour toujours, tu sais. Tandis que dans le cas de l'indépendance du Québec, qui recueille un appui quand ça va très mal, de 32, 34, 35 et on a vu que cet appui-là pouvait passer à 50 le temps d'une campagne référendaire en 95, parce que préalablement à la campagne, on était dans la même situation qu'aujourd'hui dans les sondages là, à l'époque. Alors là, c'est pas pareil à mon point de vue. Là, il y a vraiment de l'espoir et par conséquent, ça justifie que tu tiennes ton bout et que oui, tu puisses faire le calcul qu'on va perdre cette fois-ci, mais peut-être pas la prochaine. Cela étant dit, ce que je sais, par exemple, c'est que le flou référendaire, puis être pas clair, puis vasouiller sur ton option fondamentale, ça fait pas gagner de toute façon. Alors, entre être sûr de pas gagner ou prendre le risque de perdre en étant droit dans ses convictions, je choisis la deuxième option, personnellement. C'est ce que semble faire Paul Saint-Pierre Plamondon, là. En même temps, faut voir ce qui s'est passé dans Jean Talon. Il n'en a pas beaucoup parlé là, d'indépendance dans Jean Talon, mais c'est une partielle. Donc, une partielle, c'est particulier. Tu t'adresses pas à la nation entière, tu t'adresses à un comté avec des enjeux précis, des attentes, des questions précises qui se posent dans ce comté-là. Donc, je peux comprendre que dans ce cas-là, on n'ait pas mis l'accent sur l'indépendance. C'est un peu curieux. C'est un peu comme si un conseiller municipal se présentait en voulant faire l'indépendance du Québec. Tu sais, c'est un peu comme pas pertinent dans le contexte d'une partielle quand on sait que ton parti ne prendra pas le pouvoir de toute façon. Alors, Oui. à voir. Les indépendantistes n'ont pas le choix d'aller tête baissée vers un référendum parce que la fenêtre d'opportunité, elle va se fermer là, avec le taux d'immigration, etc. Là, veut dire, c'est maintenant ou jamais. C'est mon autre argument depuis longtemps et je l'entends désormais lui aussi. Je te dis, ça me fait tout drôle. Oui. Mais oui, mais c'est très important de lire correctement la situation à cet égard-là. Tu sais, autrefois, Bernard Landry disait avant, il y avait juste les jeunes, les vieux voulaient pas voter pour le oui. Après ça, tu as eu plus de jeunes, mais pas encore tout à fait assez de vieux. Puis la prochaine fois, tout le monde va voter pour le oui. Or, c'est pas ce qui est en train d'arriver. On a tellement été silencieux sur la question de l'indépendance, et ça, c'est un autre argument en faveur d'une option claire et bien assumée, pendant une génération ou deux, qu'aujourd'hui, les jeunes sont complètement décrochés, détachés de cette idée-là, ce qui fait que la pyramide des âges s'est inversée. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'indépendance, c'est une affaire de vieux. C'est une affaire de gens au-dessus de 40, 50 ans. C'est vieux, ça, dans notre société. Bon, qu'est-ce que tu veux? Alors, il faut aller chercher les jeunes. Une chance... Les jeunes sont malléables dans leurs convictions politiques, les vieux le sont moins. C'est comme ça, les études le montrent. Alors, il y a encore un espace là, pour progresser, mais plus on attend, et surtout si on devait encore s'enferrer dans la stratégie de la mise en sourdine, mise en veilleuse, du bon gouvernement, de toutes ces recettes-là qui ont raté à tout coup, ben ce qui est sûr, c'est que les jeunes n'en entendraient pas parler encore pendant plusieurs années. Ça c'est catastrophique à l'heure actuelle. Mais t'oublies quelque chose dans ton équation, c'est le Québécois moyen, l'électorat. Un Québec fort dans un Canada uni de Yvon Deschamps, c'est encore ça, Christy. On veut les bretelles et la ceinture, le cul entre deux chaises. Fait que là, tu sais, vous autres, les indépendantistes, je dis vous autres, ouais, mais attends, là-dedans parce que je suis les indépendantistes, regarde, il n'y a pas de troisième voie, là. C'est soit on se fond totalement dans le Canada, soit on sort. Mais on dirait que les Québécois moyens croient encore au cul entre deux chaises.
Voici, à mon point de vue, pourquoi. Il y a un élément dans le mouvement indépendantiste qu'on mesure mal, qu'on oublie, qu'on laisse de côté depuis très longtemps, depuis toujours, à toute fin pratique, c'est que le passage de l'identité canadienne-française à l'identité québécoise, là, dans les faits, n'a pas réussi complètement. Les Québécois sont intrinsèquement canadiens-français encore, et d'ailleurs, ils se rendent bien compte là, que l'identité québécoise reste une identité provinciale qui n'arrive pas à rallier comme une identité nationale. Hein. Pour les anglophones qui nous entourent, The Québécois, là, c'est les Canadiens français du Québec. Ça. C'est pas n'importe qui. Là, c'est vraiment, c'est presque ethnique comme. Alors, ce que je suis en train de te dire, c'est que demander aux Québécois de faire l'indépendance, là, les Québécois canadiens français, c'est un peu aussi leur demander de se séparer d'eux-mêmes. La distinction est pas claire encore. Ils se sentent encore canadiens. Le Canada les habite encore, à tort ou à raison. Donc, c'est la question de la culture qui se pose ici. C'est la question aussi des connaissances. Je pense qu'il faut faire, c'est peut-être le mot est galvaudé, mais de la pédagogie là-dessus. Il faut faire des démonstrations là-dessus. Il faut bien prendre conscience du fait que le Canada est un autre pays aujourd'hui que le Québec. Et je pense qu'en allant dans ce sens-là, tu peux faire des gains. Puis l'autre élément, évidemment, qui explique ça, c'est que pendant des décennies, les souverainistes ont confondu le projet d'indépendance, Québec solidaire le fait encore à tour de bras en ce moment, avec un projet de gouvernement provincial. Alors, l'indépendance, la souveraineté, dans bien des esprits, c'est encore un mode de fonctionnement du Québec à l'intérieur du Canada. C'est fou de dire ça, là, mais pour bien des Québécois, la souveraineté, le souverainisme, c'est une façon d'être québécois dans le Canada, comme le slogan du Parti libéral de Philippe Couillard. Alors, il y a une sorte de bouillabaisse, là, de marécage, là, il faut faire avec. Mais on est comme ça, on est pris entre deux identités, puis il faut parler à ça aussi. Moi, je soupçonne les indépendantistes secrètement, lorsque personne ne les regarde, de prier pour que Justin Trudeau gagne les prochaines élections. Parce que c'est notre meilleur allié. Parce que sa vision du Canada là, est tellement à l'opposé de la vision que nous avons, nous, au Québec. Mais est-ce que tu penses que la game risque de changer si Poilievre devient premier ministre? On va dire, ah, mais Poilievre, tu sais, il est moins craqué sur le multiculturalisme que Trudeau. Tu sais, on va faire le beau risque avec les conservateurs. Est-ce que tu as peur de ça? Oui. Le temps d'une lune de miel, peut-être. En même temps, il faut dire que Trudeau plaît beaucoup à toute la bonne gauche bien pensante, même à Québec solidaire. Là, il y a des gens qui sont très, très proches des idées de Justin Trudeau, pour pas dire qu'ils pensent exactement comme lui sur beaucoup de questions. Alors, tu vas perdre d'un côté, tu vas peut-être gagner de l'autre. Hein. Ceux-là vont tout de suite être fâchés contre Poilievre, puis ils seront peut-être un peu plus portés vers l'indépendance. Ce sera un gain. Mais surtout, je pense que fondamentalement, le temps va révéler Pierre Poilievre, c'est-à-dire un bon Canadien qui est très multiculturaliste lui aussi. Hein. Il ne remet pas véritablement en question le dogme multiculturaliste canadien. Bien sûr, là, il fait des phrases creuses avec le mot immigration dedans, mais il va pas très loin là-dessus. C'est un parti qui glorifie beaucoup. Écoute, congrès du Parti conservateur récent, là, tu avais des salles de prière, on est au Canada quand même, là, c'est pas du tout Trump. Alors évidemment, il y aura sans doute un effet de nouveauté, il faudra faire avec ça. Moi, j'aurais aimé mieux qu'on agisse à l'époque où ce qu'on avait devant nous, c'était des Paul Martin, puis des Stephen Harper, puis des Trudeau, longtemps, Justin Trudeau, c'est formidable, évidemment, comme adversaire, ça. Mais, mais il faut faire avec. Là, ce sera autre chose, mais je pense que sur le long terme, ce ne sera pas un gros facteur. À moins que Poilievre nous surprenne là, avec des propositions constitutionnelles consistantes, mais hey, on est très loin de ça à l'heure actuelle. Puis d'ailleurs, ils vont casser la loi 21 éventuellement, la loi 96. Alors, c'est pas... ça ne m'inquiète pas tant que ça sur le moyen ou long terme, disons. Écoute, en tout cas, on dit la vengeance est douce au cœur de l'Indien. On peut dire la vengeance est douce au cœur de Nick Payne, parce que là, d'entendre les gens qui étaient tes adversaires idéologiques soudainement adopter ton discours, ça doit faire un petit velours quand même en disant, ça fait des années que je dis ça, moi. Il y a bienvenue. Oui, mais en même temps, ça m'inquiète parce que là, je vais être obligé d'aller à Punta Cana. J'ai plus rien à faire. Je ne sers plus à rien. C'était mon commerce à moi, ça. Mais non, franchement, si j'ai appris une chose à
à travers tout ça, c'est que la tentation... Parce que le principe du bon gouvernement, là où plusieurs souverainistes se trompent, c'est qu'il n'est pas né d'une volonté d'arriver à l'indépendance le plus vite possible. Il est né d'un mauvais arbitrage entre la volonté de gouverner à n'importe quel prix et de l'autre côté, la volonté de faire l'indépendance. Et c'est cette volonté-là d'exercer le petit pouvoir provincial qui a triomphé pendant toutes ces années-là. C'est ça qu'il faut apprendre à dompter là, comme cheval sauvage, puis ça va revenir vite. Tu sais, quand tu lis Michel David, encore assez récemment, il conseillait à Paul Saint-Pierre Plamondon de mettre la souveraineté en veilleuse quand on va monter dans les sondages. Ça va revenir, ça. Moi, je parle à des gens en coulisses, là, puis là, pour l'instant, ils sont un peu, qu'est-ce que tu veux, médusés, un peu, ils ont les jambes coupées par l'élan de Saint-Pierre Plamondon qui réussit tout ce qu'il entreprend. Mais s'il faut que ça faiblisse un peu, ou que les libéraux se donnent un chef, parce que ça, c'est la donnée fondamentale qu'on oublie toujours dans tout ça. Tu sais, les Québécois sont pas tous hyper orientés idéologiquement. Ils cherchent une alternative. Tu sais, un athlète qui s'entraîne pendant 4 ans, puis là, il est juste le 2e meilleur au monde, puis l'entraîneur, il dit, regarde, si tu prends une petite pinotte, une petite pilule, là, si tu acceptes de te doper un peu, tu aurais médaille d'or. Tu aurais médaille d'or. Ben, la dope que peut-être pourrait être tenté de prendre Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est le bon gouvernement. Oui, c'est les stéroïdes Claude Morin. Ça s'appelle le Claude Morinex. Une petite pilule bleue. Écoute, non, va pas à Punta Cana. On va encore avoir besoin de tes lumières. Nick Payne, c'est le temps le fun de te parler. Merci, bonne journée. Réciproquement. Salut, toi aussi. Salut.